Le thème du magazine de ce dimanche est l'avenir de la Terre. Pour en parler, nous recevons le professeur Abdourahmane Konaré, directeur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Professeur, vous êtes également spécialiste en physique de l'atmosphère et du climat. Merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de RTI 1. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Patricia Omou-Etia sur la quinzaine internationale de la science et des technologies avec pour thème l'avenir de la Terre, qui est également le thème de ce magazine de ce dimanche. La cérémonie d'ouverture de cette quinzaine s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur. Regardez. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert les travaux de la deuxième édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Il souhaite que les matières scientifiques suscitent davantage d'intérêt auprès des élèves du premier et second cycle. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée, il a également évoqué l'intérêt que porte la Côte d'Ivoire pour l'évolution et le développement de la science et de la recherche. Nous sommes tous comptables de la vitesse à laquelle notre recherche va. Et comme vous le savez, les présidents des pays africains se sont rencontrés à l'Union africaine, à l'OUA, et avaient décidé de consacrer 1% du PIB à la recherche scientifique. 1% du PIB en Côte d'Ivoire, ça fait 150 milliards. Au taux actuel. Les chercheurs ont besoin de ça. Exposition, conférences, ateliers pédagogiques. La quinzaine internationale des sciences et de la technologie, c'est surtout une opportunité pour les jeunes de s'informer, de poser des questions et de se découvrir pour certains une vocation grâce à l'échange d'idées et d'expériences avec ceux qui pratiquent la science au quotidien. La biodiversité, c'est ce qui nous entoure et c'est ce qui permet qu'on ait un environnement dans lequel on peut vivre correctement pour ne pas qu'il y ait de déséquilibre dans la nature. Et le but de la quinzaine, c'est d'ouvrir la science donc, au public. C'est-à-dire en 2 semaines d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la science et de montrer ce que les scientifiques font. Et cette visite spécifique avec les élèves, ça s'appelle donc la biodiversité expliquée aux enfants. Donc c'est une des étapes donc, de cette quinzaine. C'est également des expositions au jardin botanique de Cocody et des conférences sur le changement climatique. Il y a 2 choses qui sont importantes. C'est que quand on explique le changement climatique aux enfants, on leur permet aussi de comprendre les comportements environnementaux. Les enfants d'aujourd'hui que nous arrivons à former sur ces conséquences sont des adultes responsables pour demain. Ce sont aussi des personnes qui vont rentrer à la maison et qui vont aussi parler avec leurs parents et qui vont nous aider tous à changer de comportement de telle sorte qu'on soit plus respectueux de notre environnement. La quinzaine internationale des sciences et de la technologie fait partie des stratégies pour réussir le passage vers une nouvelle dynamique scientifique basée sur la formation et le savoir. Professeur, Patricia Omou-Etia a parlé de changement climatique. Dites-nous comment vous voyez l'avenir de la Terre avec les tremblements de terre, les volcans, la mer qui gagne du terrain et le désert qui avance. Bien, je vous remercie. Il faut donc distinguer 2 étapes, le court terme, le moyen et le long terme. Pour le court terme, malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Parce que nous allons donc subir de façon inéluctable les actions et les politiques qui ont été donc menées pendant le XXe siècle. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est de nous adapter. Et c'est de renforcer notre résilience, faire en sorte que nous puissions être capables d'absorber les chocs qui viennent. Donc, pour le moyen et le long terme, en revanche, il serait donc important de s'asseoir et de se poser la question de savoir quel est l'avenir que nous souhaitons pour la Terre. C'est une question essentielle pour laquelle une réponse doit être trouvée. Sachant ce que nous voulons dans 40 ans, dans 100 ans, nous allons donc prendre des dispositions pour que les politiques que nous allons mener à partir de maintenant puissent nous permettre, n'est-ce pas, de faire en sorte que la Terre soit ce que nous voulons dans 40 ou 100 ans. Alors, professeur, vous avez parlé de court terme. À court terme, qu'est-ce qui peut se passer? Justement, on a déjà commencé à l'observer. Depuis 1960, le nombre de catastrophes d'origine hydrométéorologique a été multiplié par 10. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'inondations, les sécheresses sont de plus en plus longues, et il y a également beaucoup de phénomènes de feux de brousse,
Alors, donc voici un ensemble, n'est-ce pas, d'événements, de catastrophes d'origine hydrométéorologique qui ne font que s'exacerber. Cette tendance va se poursuivre. Les experts du GIEC, qui est donc le groupe international des experts sur le climat au niveau donc, mondial, sont formels. Alors, nous allons donc subir également l'élévation du niveau de la mer, les températures se chauffant, avec tout ce que cela va donc poser comme problème d'érosion côtière. Voilà, nous savons ce qui va arriver. Mais nous ne pouvons pas faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est ce que je voulais donc dire. Ce qu'on doit faire, c'est donc, sachant que ça vient, comment se préparer pour faire face. Justement, que faire? Des options d'adaptation. Pour chaque type de catastrophe, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la catastrophe, c'est quoi? Elle se manifeste par un vecteur. Ça peut être l'inondation, par exemple. En ce moment-là, il est important de savoir quelles sont les zones qui vont être inondées. Et donc là, c'est la modélisation, c'est la prévision. Donc développer notre capacité de modélisation et de prévision des catastrophes, c'est important. Ensuite, quelles sont parmi ces zones-là les plus vulnérables, les plus exposées? En ce moment, orienter nos efforts vers ces zones. Vous voyez donc, ensuite, quelles sont les populations les plus vulnérables? Quels sont les écosystèmes les plus vulnérables, et de façon à ce que nous puissions renforcer les capacités à faire face à ce choc. Donc il faudra sensibiliser ces populations? Bien entendu. Les informer? Les sensibiliser et les former. C'est pour cela que cette quinzaine était donc venue à point nommé. Au fond, il s'agit donc d'éduquer les jeunes dès le bas âge pour qu'ils puissent aimer la science, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Oui, alors très bien. Pour sensibiliser, vous allez le faire vous-même d'abord et également faire cette sensibilisation avec les journalistes, naturellement. Bien entendu. Avec les médias. Les acteurs qui sont impliqués pour ces sensibilisations sont nombreux. Il y a d'abord, c'est vrai, le secteur éducatif. Il faudrait bien que les gens commencent à aimer la science depuis le bas âge. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est depuis le bas âge. Ensuite, au primaire, au secondaire et au supérieur. Il y a également le fait que parmi les acteurs, il y a les parents. À la maison, il serait important quand même que les parents puissent essayer de mettre à la disposition des enfants des ouvrages scientifiques, des revues scientifiques. Et qu'à la télévision également, on puisse, n'est-ce pas, faire en sorte que les choix soient orientés vers les magazines scientifiques. Nous pouvons également dire qu'il y a les médias, c'est-à-dire, vous êtes très important. Nous souhaitons vraiment que vous puissiez faire en sorte qu'il y ait des émissions sur les sciences et que nous puissions ensemble, n'est-ce pas, coproduire les émissions scientifiques. Et puis enfin, il y a également les maires, on nous dit, mettre à la disposition des jeunes dans les quartiers, n'est-ce pas, un certain nombre de bibliothèques, un certain nombre, les centres culturels ne soient pas uniquement pour, excusez-moi l'expression, des concerts, un certain nombre de choses, mais que ce soit aussi des sites ou des endroits où il y a des événements scientifiques, n'est-ce pas, qui se produisent. Alors, vous voulez inviter la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine à aimer la science. Parlons de la jeunesse ivoirienne. Est-ce que les jeunes ivoiriens n'aiment pas les sciences? En tout cas, le constat est clair. Il y a une désaffection pour la science. De plus en plus de jeunes s'orientent vers des disciplines qui ne sont pas des disciplines scientifiques. Mais ce n'est pas parce que ces jeunes n'aiment pas la science, parce que souvent ce sont les parents qui les y poussent. Nous nous sommes rendus compte que les jeunes, quand on leur fait parvenir la science, ils adhèrent tout de suite. Lors de la quinzaine, nous avons parcouru la Côte d'Ivoire et nous nous sommes rendus compte quel était vraiment leur engouement, leur enthousiasme, n'est-ce pas, à venir toucher du doigt les phénomènes scientifiques. Mais c'est souvent les parents qui orientent les enfants. Et nous voyons souvent, malgré nous, n'est-ce pas, on voit souvent les jeunes qui, bien que pétris de talent, ce sont donc des jeunes qui s'orientent avec des bacs C vers des disciplines qui sont très loin d'être des disciplines de la science. Il faut donc investir cette tendance. Comment faire pour emmener cette jeunesse ivoirienne à aimer les sciences? Et justement, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que ce n'est pas une génération spontanée, ce n'est pas un coup de foudre. Il faudrait que l'éducation, dès le bas âge,
prennent en compte les questions de la science. Il faudrait que les jeunes soient stimulés par la science. Donc ce sont un certain nombre de choses. Il faudrait également qu'au niveau donc, de la télévision, n'est-ce pas, et des médias, que nous puissions obtenir un certain nombre, n'est-ce pas, d'émissions télé, n'est-ce pas, orientées science. Très bien, professeur. Vous êtes du ministère de la Recherche scientifique. Alors, quelle est votre collaboration avec les universités de Côte d'Ivoire et les grandes écoles? Ben, les universités sont des structures sous notre tutelle. Donc, nous nous appuyons sur elles. D'abord, il faut savoir que les universités nationales de Côte d'Ivoire produisent plus de 70% de la production scientifique de Côte d'Ivoire. Donc, forcément, en matière de recherche scientifique, nous sommes donc obligés donc, de travailler ensemble. Alors, il y a également le fait que, pour cette quinzaine, par exemple, nous avons commencé à l'université Félix Faure-Boigny, nous sommes passés à l'université d'Aloa, nous sommes ensuite allés à l'université Pelfrero-Goncoulbari à Korogo. Donc, les universités sont donc partie prenante de notre dispositif. Et elles ont donc contribué à l'élaboration de notre politique nationale de recherche scientifique, qui donc attend que les moyens soient trouvés pour être mis en œuvre. Alors, professeur, justement, au niveau de ces universités, il y a des recherches qui sont menées, il y a des résultats. Qu'est-ce que vous en faites? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de résultats. Beaucoup aussi sont dans les tiroirs, comme on le dit. Mais c'est là dû au manque de moyens. Mais vous savez, il fut un moment où on parlait du miracle économique de la Côte d'Ivoire. C'était pendant les années 70-80. Ce miracle économique de la Côte d'Ivoire était reposé essentiellement sur un secteur de l'agriculture, qui lui-même a eu son épanouissement et son développement grâce à la science. Voici le seul moment où on a eu confiance dans la science. On a investi au niveau de la science, on a vu les résultats. Donc la Côte d'Ivoire a l'avantage d'avoir expérimenté ce que la science et la recherche scientifique peuvent apporter à un développement. Il faut donc que nous puissions donc continuer. Il faut trouver les moyens. Vous savez, les résultats doivent être valorisés. Il y a une direction de la valorisation de la recherche scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur qui est maintenant en train de mettre en place un réseau de bureaux de valorisation dans nos structures universitaires et dans le centre de recherche. Il y a l'université Félix Faure-Boigny qui dispose également d'un pôle scientifique et d'innovation et qui a un centre international sur l'incubation pour faire en sorte que les résultats de recherche deviennent désormais des opportunités d'affaires et puissent aider à la croissance et stimuler donc, notre économie. Alors, professeur, il y a de cela quelques années, on entendait sur RTI, sur la RTI, à la radio comme à la télévision, l'avenir de la Côte d'Ivoire appartient à la science. Est-ce que c'est ce slogan qu'il faudra retrouver maintenant? Ben, c'est ce que je voudrais dire. Au moment où on l'a dit, nous avons vu tout de suite l'impact sur le développement de la Côte d'Ivoire. En ce moment, la part du PIB allouée à la recherche scientifique dépassait 1%. Et nous avons vu les résultats. Aujourd'hui, et actuellement, c'est moins de 0,4%. Et cela parce qu'on prend en compte les salaires. Alors que quand même la communauté internationale est unanime pour dire que les efforts en matière de recherche, concernant la matière de recherche, conduisent inéluctablement au développement. S'il y a quelque chose qui est clair et net, c'est que le développement d'un pays est proportionnel à l'investissement à la recherche scientifique. Donc il vous faut plus de moyens. Absolument, il nous faut plus de moyens. Aujourd'hui, vraiment, nous avons élaboré un certain nombre de programmes au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Ils sont disposés, ils sont là. Toute la communauté scientifique de Côte d'Ivoire en attend que ces moyens pour les mettre en œuvre. On ne demande pas beaucoup au niveau de la recherche scientifique. 1% seulement suffit. Le ministre l'a dit, oui, et c'est ce que nous espérons attendre. Alors, professeur, vous disiez tout à l'heure, dans 40 ans, dans 80 ans, il y aura des catastrophes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour ce qui nous concerne, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, les scénarios, n'est-ce pas, qui proviennent donc de ce GIEC-là, ce groupe international des experts sur le climat, dit que dans 40 ans, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y aura une prédominance de la sécheresse sur une vaste partie du territoire. Pour le nord, c'est que la sécheresse va donc vraiment venir jusqu'au niveau du littoral. Il n'y a que des poches extrêmes du côté de Tabou et du côté de Adjaké qui vont donc résister. Mais en même temps, il y aura une élévation au niveau de la mer, puisque la température au niveau de la Côte d'Ivoire va donc s'accroître. Et nous allons avoir au niveau de Bouna jusqu'à Dembokoro la zone où l'augmentation relative des températures sera donc la plus élevée de toute l'Afrique de l'Ouest. Il fait déjà très chaud à Dembokoro. Mais justement, et donc, cela va donc s'accentuer. Voilà donc un certain nombre de choses. Et tout cela est donc en lien avec les phénomènes de feu de brousse
il y a également l'élévation du niveau de la mer, puisque la température globale va donc monter. Avec la dilatation des océans, on va donc avoir une augmentation du niveau de la mer. Et ça, je crois qu'avec les infrastructures économiques que nous avons au bord du littoral, ça peut être vraiment un danger. Professeur, nous arrivons à la fin de cet entretien. Un mot d'espoir quand même face à ces catastrophes qui arrivent, qui sont prévues dans 40 ans, dans 100 ans, surtout pour les générations à venir. Bien. Bon. Au niveau national, allez-y. Au niveau national, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique l'a dit récemment lors du prix de la recherche. L'année 2015 sera donc l'année de la recherche scientifique. C'est déjà un signe d'espoir. Il y a également au niveau international le fait que en 2015 à Paris, il y aura certainement ce qu'on appelle le sommet de la Terre. 2015, c'est donc une étape importante pour que nous puissions voir si les différents États vont donc s'engager à faire en sorte que l'objectif de maintenir, de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre à 2 degrés Celsius sera donc atteint. Ce sont donc un certain nombre d'espoirs et nous comptons sur la communauté scientifique ivoirienne qui déjà a pas un certain nombre de programmes mineurs peut-être, mais déjà il y a un programme qu'on appelle VISIMET, Vigilance météorologique à l'Université Félix-Faure-Gont, un programme RIVA, risque hydrométéorologique dans les villes africaines à l'Université Félix-Faure-Gont. Il y a un certain nombre de dispositions de cette nature, mais il faut doter la recherche scientifique des moyens qu'il faut. Je vous remercie.